Bienvenue si vous nous rejoignez, 20h30 à Paris. On va plus loin avec Marie-Roger Billois, directrice du groupe Africa International Média. Bonjour Marie-Roger. Bonjour Raphaël. Et Gauthier Ribinski, chroniqueur international ici même à France 24. Bonjour Gauthier. Bonjour Raphaël. Au sommaire, très attendu par la majorité ici en France, le projet de loi sur l'immigration ne sera pas examiné par les députés. L'Assemblée nationale vote une motion de rejet, une courte majorité. Alliance hétéroclite des oppositions de l'extrême gauche à l'extrême droite. L'Élysée fait savoir qu'Emmanuel Macron a refusé ce soir la démission de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Et puis on vote en Égypte, élection présidentielle. Le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi est grandissime favori dans un pays pourtant secoué par l'inflation et la guerre actuellement à ses portes à Gaza. C'est tout de suite, on va plus loin. Et c'est donc un coup de théâtre aujourd'hui au Parlement. Les députés retoquent l'examen du projet de loi immigration de Gérald Darmanin. Motion de rejet adoptée par 270 voix, soit 2 de plus que la majorité des députés présents dans l'hémicycle. Il n'y aura donc pas de débat. Sylvain Rousseau, vous qui êtes à l'Assemblée pour France 24, la motion de rejet impréalable déposée par les écologistes a réuni, en plus des voix de la gauche, celles de la droite et l'extrême droite. Avec un peu de cynisme, on peut dire que le gouvernement a finalement réussi à créer une majorité à l'Assemblée, mais bien sûr pas celle qu'il espérait. Tous les partis d'opposition ont voté pour cette motion de rejet. C'est une motion de rejet déposée par les écologistes. Alors le suspense, ce qui n'apparaissait en tout cas que comme une hypothèse en début d'après-midi, a pris de l'épaisseur jusqu'à devenir inéluctable lorsque, coup sur coup, Marine Le Pen, d'abord pour le Rassemblement national, a annoncé qu'elle allait soutenir cette motion de rejet. L'occasion, a-t-elle dit, de rendre la monnaie de sa pièce au gouvernement qui a utilisé 20 fois le 49.3 et qui est donc passé en force sans vote à l'Assemblée nationale. Et puis dans la foulée, quelques minutes plus tard, ce sont les Républicains qui ont annoncé qu'ils allaient eux aussi soutenir cette motion de rejet. La seule petite incertitude était sur le nombre de votants, sur quelques Républicains dissidents. Et finalement, vous l'avez dit, à 2 voix près, 270, il en fallait 268. La motion de rejet a été acceptée. Je vous propose tout de suite d'écouter les réactions des principaux leaders des groupes parlementaires. Vous dire que le groupe parlementaire de la France Insoumise est extrêmement heureux que cette motion de rejet ait été votée par l'Assemblée nationale et donc qui ait rejeté le texte dès le début de l'examen à l'Assemblée nationale parce que d'abord nous allons épargner au pays 2 semaines de discours xénophobes et racistes et je crois que ça va aider à mieux respirer dans ce pays que de ne pas avoir ces débats qui se tiendront à l'Assemblée nationale. Comme je m'y suis engagée hier, je déposerai dès demain une proposition de loi dont je ne doute pas qu'elle sera transpartisane et très certainement acceptée avec soulagement par la majorité présidentielle pour modifier un certain nombre d'articles du CESEDA, c'est-à-dire permettre et faciliter l'expulsion des délinquants étrangers qui sont présents et protégés pour l'instant sur notre territoire. Nous voulons un texte qui réponde aux vrais défis. Nous voulons débattre et adopter dans son intégralité, sans ajout, sans modification, le texte du Sénat. Et nous voulons un engagement très clair pour une réforme constitutionnelle telle que nous l'avons présentée jeudi dans l'hémicycle et malheureusement telle qu'elle a été brutalement rejetée, sans ménagement, par la majorité. Voilà, ce projet qui aura mis donc 1 an à arriver devant les députés n'est pas enterré pour autant. Le gouvernement peut décider de le renvoyer vers les sénateurs ou à une commission mixte paritaire. 7 députés, 7 sénateurs qui devront trouver la formule adéquate. Mais pour l'heure, ne reste que le projet finalement des sénateurs. C'est le seul qui a donc été adopté par l'une des 2 chambres du Parlement. Marie-Roger Billois, on vient d'entendre Mathilde Panot pour la France Insoumise dire nous avons épargné au pays 2 semaines de débats xénophobes et racistes. Vous comprenez qu'une courte majorité de députés refuse même d'en débattre, alors même que de sondage en sondage, il semble que les Français souhaitent en tout cas qu'on pose cette question. Alors, ce qui est géré l'événement, là, c'est cette motion de rejet. Parce qu'on était habitué à une motion de censure, ça on connaissait. Et ça, qui arrive en général au terme d'un débat lorsque le gouvernement engage sa confiance sur l'usage du 49.3. Par exemple. Voilà. Et le vote bloqué. Et donc là, on a une motion de rejet. Ça, c'est une nouveauté pour les gens qui ne suivent pas tous les jours. On n'en a pas plus souvent. Et ce qui est intéressant au bout, c'est pourquoi ils font ça. C'est parce qu'ils avaient peur que
en s'engageant dans ce débat, et à la fin, le gouvernement va utiliser le 49.3, et puis voilà. Donc, ils ne voulaient même pas débattre. Alors, ce qui est intéressant, c'est Gérald que... Darmanin avait dit qu'il ne le ferait pas. Hein, Ils disent, bon, voilà. Bon, mais on ne fait plus, je crois qu'ils ne lui font pas trop confiance pour ça. Et donc, ça, c'est assez étonnant. Et donc, quand on entend Mathilde Panot, parce que c'est ça la question, moi, ça me renvoie à l'hystérie qui caractérise la question sur l'immigration en France, quand même. Juste avant, sur ce plateau, il y avait je crois, la présidente du groupe Europe Écologie Les Verts, à l'origine de cette motion de rejet. Voilà. Et elle a dit une chose qui m'a confortée dans l'idée que peut-être qu'on en fait un peu trop sur la question, parce qu'elle disait que les Français estiment, il y a plus de Français qui estiment maintenant qu'il n'y a pas trop d'étrangers comme avant. C'est-à-dire que la perception de cette submersion, comme a dit le Front National, qu'on est submergé par les étrangers, elle a beaucoup évolué, et positivement. Et pour cause, la France n'est pas le pays où il y a le plus d'immigrés, même en Europe. Voilà, même, bon. Et donc, c'est une question sur laquelle on a du mal à débattre tranquillement. Et donc là, le problème ici, on n'a même pas pu débattre parce que chacun... Vous le regrettez qu'on n'ait pas pu débattre? Voilà, chacun a ses craintes. Le Front National estime que oui, parce que je dirais que de l'extérieur, lorsqu'on suivait cette histoire, le truc le plus important, outre de resserrer certaines mesures contre les immigrés, mais c'était aussi d'ouvrir pour les métiers en tension. C'est cette histoire-là. Et elle estime que ça permet encore plus d'immigration. Les autres estiment qu'il y a beaucoup trop de lois répressives, qui restreignent, qui ne sont pas très humaines, etc. Donc, c'est vraiment, chacun refuse pour je dirais, des motifs opposés. C'est ça qui est assez étonnant ici. Mais à la fin, je me demande si on pourra un jour parler sereinement d'une question qui est importante et qui a besoin de bon sens et de sérénité. Voilà. Oui, alors justement, Gauthier Rybinski, le gouvernement avait insisté sur le fait que son projet était équilibré, qu'il concernait un texte censé incarner à la fois la fermeté et l'humanité. Est-ce votre avis? Est-ce que finalement la majorité ne paye pas le en même temps appliqué à l'immigration, avec cette coalition finalement des oppositions qui, on le voit, hein, d'Europe Écologie Les Verts et LFI d'un côté à Marine Le Pen et Éric Ciotti de l'autre, ne partagent aucune position commune en la matière? Non, c'est la raison pour laquelle, indépendamment de ce qu'on peut penser du texte gouvernemental de l'origine, il n'y a pas de quoi être fier d'être dans un sac pareil, hein, d'avoir voté avec le Front National ou la droite des Républicains qui est très très proche. On a bien vu Éric Ciotti qui était très proche d'Éric Zemmour. Bien. Pourquoi je dis ça? Parce que, si vous voulez, l'approche qui est contenu dans cette loi, et encore plus dans le projet qui a été conforté par le Sénat, consolidé par le Sénat. C'est que l'approche de la problématique de l'immigration est vue quasiment exclusivement sur le plan sécuritaire. Il y a un ou deux aspects qui sont considérés sur le plan social, c'est la question du regroupement familial. Oui. Mais quand on dit, par exemple, que le droit d'obtenir la nationalité française à partir du moment où vos parents le sont, et ce droit va être contesté, sur quelle base? C'est-à-dire que, par exemple, lorsque on va reconnaître ou estimer que quelqu'un se place dans une situation qui est contraire aux valeurs de la République, je cite le texte, là aussi ça demande des tas de précisions, eh bien, on va essayer de le mettre hors service, hors société. Hors la communauté nationale, disons. Oui. Eh bien, je vais vous dire, pour les enquêteurs, par exemple, qui sont partis sur le djihadisme et qui ont besoin d'un certain nombre de choses, ça n'est pas quelque chose qui va les arranger. C'est-à-dire que, pour résumer, je trouve qu'on essaye de mettre sous le tapis un certain nombre de choses qui sont compliquées, que l'on traite uniquement de l'aspect sécuritaire et... Pas que, il y a la régularisation des sans-papiers exerçant dans les métiers en tension. Oui, mais enfin, ce que Marie-Roger a dit tout à l'heure est exact, c'est que cette chose a été très fortement rognée. Ce projet-là, cet aspect-là a été très fortement rogné par le Sénat. Oui, on est revenu quand même à la version initiale, à ceci près que le préfet a la possibilité, dans des cas très spécifiques, qui sont la polygamie, par exemple, de refuser la régularisation. Oui, ça existe déjà. Bien sûr, mais si vous voulez, moi je trouve, vous avez tout à fait raison, et le cas de la polygamie est important, mais je trouve que la question
qui consiste à ne jamais se poser l'attitude qui consiste à ne jamais se poser la question de la manière, par exemple, dont les étrangers sont accueillis ou non. Je prends un seul exemple, la langue. Là, on voit sortir enfin la nécessité d'apprendre la langue française, qui est capitale. On le voit dans d'autres pays, on voit qu'il est capital. Donc vous y êtes plutôt favorable. Pardon ? Donc vous y êtes plutôt favorable. Oui, mais enfin, avec le problème du travail, c'est-à-dire que dans un premier temps, on dit vous travaillez d'abord et après on va voir comment on peut aménager l'apprentissage de la langue française. Par exemple, en Allemagne, quand il y a eu le million de Syriens qui a été accueilli, ça a été d'abord la langue, d'abord la connaissance de la société et ensuite on voit l'aspect travail et surtout on fait en sorte qu'il n'y ait pas de communautarisme. Et là, encore une fois, dans ce projet-là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a l'idée que cette masse d'étrangers va résider ensemble. D'ailleurs, quand on dit expulser les étrangers délinquants, je vois mal un Finnois, un Allemand ou un Suédois expulsés dans ce cas-là. Et donc, encore une fois... Intracommunautaire, il n'y a pas la question se pose pas dans les mêmes termes. Elle se pose pas. Oui. Bien sûr, si vous voulez, je pense le problème des expulsions aujourd'hui, ce sont les laissez-passer consulaires. C'est qu'en fait, les pays d'origine ne souhaitent pas accueillir ces ressortis, leurs propres ressortissants. Tout à fait. Donc là, il y a un vrai problème. Et on a vu ce que ça posait avec l'Algérie et le Maroc. Mais si vous voulez, encore une fois, je crois que ce genre de traitement-là ressemble en tout et pour tout, dans le meilleur des cas, à un emplâtre sur une jambe de bois, parce que la profondeur des problèmes ne sera pas traitée, et dans le pire des cas, à de l'arbitraire. Sur l'autre point, je vais vous laisser réagir, Marie-Roger, mais il y a un point important qui finalement cristallisait aussi une partie du débat et qui est un bon exemple. L'autre point contesté de la réforme, c'est l'aide médicale d'État, toujours pour les sans-papiers. La droite au Sénat avait prévu son remplacement par une aide médicale d'urgence beaucoup plus restrictive. Pour mieux comprendre ce qu'est l'AME, illustration en image avec ce reportage signé Karim Benmaldi, Julien Sauvaget et Sylvain Rousseau. Et vous pourrez réagir juste après, Marie-Roger Billois. Dans ces locaux d'associations d'aide aux sans-papiers, l'inquiétude grandit. La loi immigration fait peur, notamment la menace de suppression de l'AME, l'aide médicale d'État, un dispositif permettant un accès aux soins gratuits pour les étrangers en situation irrégulière. J'ai mon fils qui a 4 ans là et il est rattaché à moi. Ça lui sert pour les soins parce qu'il a une pathologie génétique et qui nécessite un suivi d'une longue durée en tout cas. Comme je suis un peu fragile, je suis souvent dans les hôpitaux, dans les urgences. La mère m'a aidé concernant les soins à l'hôpital, les soins dans les médecins, les ordonnances, tout. Les associations déplorent l'instrumentalisation politique de ce dispositif. Elles redoutent le problème de santé publique que provoquerait sa suppression et son impact sur les 466 000 bénéficiaires. On vide de sens la prévention en santé publique et on se retrouve avec des personnes qui viennent dans un état de santé plus dégradé, avec besoin de soins plus lourds, qui vont mobiliser plus de personnel soignant et plus de moyens financiers. En première lecture, les sénateurs ont supprimé l'AME. Le professeur Pellicello a lancé une pétition pour s'opposer à cette mesure. Vraiment, en moins de 2 jours, on a eu 3500 réponses, donc c'est ça qu'on avait publié. Et à la fin, on avait dit que, on avait déjà communiqué qu'il n'y avait pas d'autres signatures. Et en fait, spontanément, il y en a 1 millier d'autres qui ont donné spontanément leur volonté de signer également. D'après la Sécurité sociale, le dispositif est globalement maîtrisé. Il a coûté 968 millions d'euros en 2022. Les débats commencent lundi à l'Assemblée nationale. L'AME n'était plus remise en cause dans le texte que Gérald Darmanin comptait soumettre aux députés. Oui, mais voilà, maintenant c'est le Sénat qui peut-être à nouveau va retrouver son mot à dire. Est-ce que la gauche n'a pas perdu une bonne occasion finalement de sanctuariser ce droit, Marie-Roger ? Eh bien, le débat n'a pas eu lieu, mais tout ça montre un peu ce que dit Gauthier. Mais l'AME est à nouveau en danger de fait, puisque les sénateurs de droite vont pouvoir à nouveau s'y intéresser. Il y a plein de choses en danger, d'autres. Oui. C'est que la question de l'immigration en France a été, pas réglée, mais elle a été gérée au coup par coup. Donc, il y a des choses là, d'autres là, comme ça. Et puis, ça a été, à un moment donné, on s'est rendu compte que ça posait des problèmes. C'était électoralement très explosif. Donc, on a
considérer l'immigration comme une nuisance, uniquement comme une nuisance, et donc on est répressif. Voilà, on est répressif. On n'est plus en train de se dire qu'est-ce qui fonctionne. Je prends y compris dans ce texte, vous n'y voyez pas l'occasion de clore le débat une fois pour toutes avec un aspect reconduite, OQTF, mise en œuvre en fait des reconduites à la frontière, mais en même temps la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension. Il n'y a pas d'équilibre là. Je pense qu'il y a un chantier. Il y a un chantier. Je prends un chantier général. Je prends l'exemple du Canada, par exemple. De l'extérieur, on sait déjà quelles sont les lois, à quelles conditions on peut immigrer au Canada, à quelles conditions on ne peut pas, etc. C'est déjà clair. En France, c'est flou. On vous dit non, c'est immigration zéro. Officiellement, c'est immigration zéro. Ça n'existe pas. Donc, on a que des méthodes, j'allais dire, illégales, en fait, pour entrer en France. Donc, à un moment donné, on s'est dit, les gens sont là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va quand même les régulariser, ou on va en expulser certains, etc. Donc, on attend, ça fait un an et demi qu'ils travaillent sur ce projet. Oui, je crois que ce qui est important, c'est qu'ils se disent pas, les immigrants sont juste un problème. C'est les immigrants, la migration est un phénomène qui concerne tous les pays du monde, et c'est même pas la France qui a le plus avec ses 10% de migrants en général. Et comment on gère? On est un pays industrialisé, en crise, etc. On a besoin de combien de gens? Et puis quand ils sont là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut y penser de manière, j'insiste, sereinement, mais on n'y est pas encore. Donc on est là, on se dit, des gens sont malades. Ah ben, mais finalement, on va supprimer le droit de les soigner, et puis ça crée d'autres problèmes. Parce que tout ça n'est pas pensé comme un ensemble et comme un tout, comme un sujet global et voilà, et d'intérêt national. Gauthier Rybinski, au début du mois, deux anciens responsables politiques, Patrick Stefanini à droite, Claude Évin à gauche, qui lui-même avait été ministre de la Santé, avaient ensemble remis un rapport au gouvernement d'où ils avaient conclu que l'AME est globalement maîtrisée, ça veut dire que, en gros, ça fonctionne plutôt bien, mais mérite d'être adapté avec un renforcement des contrôles et des critères d'éligibilité, notamment au regard de la situation familiale. Alors c'est important, parce que ça veut dire qu'il y avait quand même des abus à leurs yeux. Est-ce que vous voyez dans l'AME un risque potentiel, si elle reste en état, d'appel d'air, puisque c'est cela aujourd'hui qu'ont voulu dire les sénateurs de droite en leur réformant, en la remplaçant par une aide médicale d'urgence. En gros, que des candidats à l'immigration choisissent la France parce qu'ils savent qu'on est soigné gratuitement aujourd'hui en France. Mais là encore, je pense qu'on évite le fond du problème. Vous croyez ça? Non, mais c'est la question que pose aujourd'hui la droite. Mais précisément. Et la question qu'elle refuse de se poser, c'est... D'ailleurs, c'est souvent le cas, on dit « ça ne nous regarde pas ». Vous croyez sincèrement que les gens qui migrent, dans les conditions en plus où ils le font, sont des gens qui font ça par plaisir? Alors je sais... Non, la migration, non, mais le choix du pays d'accueil dépend beaucoup des conditions d'accueil. Certes. Mais si vous voulez, alors là aussi, on peut penser à l'Europe et au rôle qu'elle pourrait avoir. Mais s'il n'y a pas une politique globale qui vise justement, à travers l'accueil d'immigrés, à faire en sorte que le reste du monde ne soit pas une cocotte minute. Parce que c'est ça qui nous pend au nez, à travers la réflexion qui est souverainiste, qui consiste à se dire, nous mettons des barrières, nous mettons des tessons de bouteille pour entrer en France, et le reste, on s'en fiche. Là, il y a un déficit de réflexion, il y a un déficit évidemment qui masque, ne soyons pas naïfs, quand il s'agit de l'extrême droite notamment, et de ses affidés périphériques, qui marquent des présupposés racistes, mais encore une fois, est-ce qu'on veut éviter ou construire quelque chose qui soit durable, ou bien est-ce qu'on va dire, voilà, rebâtissons nos frontières, ne faisons surtout pas comme le voisin, et c'est comme ça qu'on va y arriver. Vous aurez encore plus cet appel d'air, parce que probablement que le fait de vouloir accéder à une espèce d'Eldorado qui sera unique, sera encore plus fort que tous les risques. Et on sait très bien que le risque de la mort finalement ne dissuade pas personne. Ne dissuade personne. Vous vouliez ajouter? On passe à la suite. Bon, pour la deuxième journée d'affilée, les Égyptiens votaient ce lundi choisir un futur président dans un contexte où l'issue du scrutin ne fait guère de doute. Abdel Fattah el-Sisi, homme fort du pays depuis 2013, ne semble pas menacé alors que l'Égypte traverse une mauvaise passe marquée par la flambée des prix. On voit ça avec Édouard Dropsy pour France 24.
Les jours de scrutin s'est déroulé dans le calme, selon les autorités. En même temps, comment en serait-il autrement dans un pays où toute protestation est totalement muselée? Les autorités ont également annoncé que le taux de participation était important, sans donner aucun chiffre précis. Mais pour rappel, c'est vraiment aussi un des enjeux de cette campagne, enfin de cette non-campagne notamment. En 2018, il y avait eu 40% de participation, ce qui est effectivement très très bas. Et moi, j'ai pu me rendre dans le quartier populaire d'Imbaba, sur la rive ouest du Caire. Les personnes que j'ai pu voir dans les bureaux de vote me disaient principalement qu'elles venaient donner leur voix, pas forcément au président Sisi, même si à l'intérieur des bureaux de vote, tout le monde est pro-Sisi, mais que ces personnes venaient voter en échange d'un carton de nourriture ou contre l'équivalent de 5 €, et ce qui permet donc de soulager des familles qui sont profondément ancrées dans une crise. L'Égypte, depuis plusieurs années, est dans des difficultés économiques terribles. Elle est endettée à hauteur de 90% de son PIB. La livre égyptienne a perdu près de la moitié de sa valeur face au dollar. Il y a 40% d'inflation et une dévaluation est attendue dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois, et cela à la demande du FMI et en raison notamment du taux d'endettement de l'Égypte. Mais tout cela, il n'en a pas du tout été question lors de la campagne électorale où le président Sisi est assuré normalement de briguer un troisième mandat. Oui. Et sans doute assuré aussi d'être reconduit. Merci Édouard Dropsy, Marie-Roger Biloa. Tout est dit finalement, à la fois l'inflation du pays, dans le pays, mais aussi finalement les largesses d'un pouvoir clientéliste qui est à la fois peut-être en partie responsable de cette situation, mais qui contribue aux yeux de la population à y remédier. C'est ça le paradoxe égyptien, parce que l'Égypte peut apparaître un peu comme une puissance. C'est une puissance militaire. En Afrique du Nord, c'est l'un des pays qui compte. Mais après, on regarde les chiffres. On te dit 50% de la population. Des fois, j'ai lu aussi 3/4 de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté. Oui. C'est des paradoxes extraordinaires. Et bon... Cette fois-ci, je crois on a 60%, oui. C'est le niveau médian entre la moitié et 3/4. C'est énorme quand même pour un pays qui est une puissance militaire. C'est un peu comme la Russie. Et d'ailleurs, le parallèle ne s'arrête pas là. Poutine aussi n'aura pas à faire campagne. C'est des situations déjà réglées aussi. Et là, une popularité réelle, d'après vous, ou de papier? Parce qu'il n'y a pas trop d'alternatives. L'opposition est muselée, on l'a dit. L'un des principaux opposants est en prison. Bon, ça ne va pas aller loin. Et ils sont des inconnus. On s'arrange pour qu'ils ne soient pas des figures menaçantes. Et donc... Mais ce qui est intéressant en Égypte, c'est beaucoup sa position géopolitique. L'Égypte joue un rôle très très fort. Et bon, toujours pour parler des élections, je dis c'est toujours dans des pays comme ça, on se demande est-ce que ça vaut le coup de dépenser tant d'argent, de déplacer les gens pour des résultats qui sont connus d'avance. On a cette question qui se pose dans d'autres pays en Afrique aussi. Mais bon, ils font leurs élections, ça va rien changer. Al-Sisi va rester. Il va rester l'interlocuteur, j'allais dire, favori dans le Moyen-Orient, par exemple, un interlocuteur d'Israël en ce moment de crise. Ouais. Il a deux parrains, Al-Sisi, c'est l'Arabie Saoudite et les États-Unis, et un problème à ses portes, c'est Gaza aujourd'hui. Gauthier Rybinski. Oui. Alors, deux parrains qui sont quand même qui le tensent, puisque la situation actuelle économique et financière de l'Égypte incite, et à la demande même de Riyad et d'autres monarchies du Golfe, et également des États-Unis, incite le FMI, par exemple, à être extrêmement strict et ferme sur des plans de refinancement du pays. Le problème, c'est quand vous avez justement la proportion que vous signaliez de personnes en dessous du niveau de la pauvreté, comment vous voulez encore plus les serrer? Là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la captation de richesses, avec ce pouvoir gigantesque de l'armée, qui est une sorte d'État dans l'État, sauf que avec le maréchal Al-Sisi, l'armée évidemment n'a pas de difficulté. Mais l'une des raisons majeures
qui bloque aujourd'hui l'Égypte, c'est de voir ce secteur d'État qui est particulièrement rigide et qui, en plus de ça, comme il obéit à une direction politique qui est extrêmement, elle aussi, rigide, eh bien, au fond, vous avez en Égypte ce qui se passe. On va suivre l'image qui malheureusement, qui est à la fois cocasse et malheureuse. C'est l'histoire du coffret, hein, du carton de vivres. Eh ben, on ne le donne pas à n'importe qui. Et vous avez ça aussi à Gaza avec le Hamas qui ne donne pas à n'importe qui le carton de vivres. Alors, le dernier point que vous signaliez, c'est la menace effectivement d'une expulsion généralisée des Palestiniens de Gaza, avec évidemment Sissi qui n'en veut pas, parce qu'il y a ces difficultés et parce qu'il suspecte aussi évidemment les frères musulmans, les militants du Hamas, de se fondre dans cette foule-là et de représenter ensuite un danger pour l'Égypte. D'un mot simplement, ce qu'il y a aussi dans le soutien à Al-Sisi, c'est probablement aussi ce traumatisme que l'Égypte a vécu dans les années révolutionnaires, traumatisme qui est réel, avec des avancées qui étaient tout à fait réelles, et au fond Sissi a contribué à un retour en arrière, une régression aux années Moubarak. Voilà, exactement. L'ouverture, c'était sous les frères musulmans, Mohamed Morsi, avec aussi tous les problèmes liés au clientélisme propre aussi aux frères musulmans, et puis quand même à une forme d'obscurantisme dans leur manière de gérer la société. Juste avant les frères musulmans, c'était quelque chose d'intéressant là. Dans les tout premiers mois, il y a eu Tantaoui, et puis il y a eu effectivement une période un peu de flottement. Marie-Roger Billois, le mot de la fin. L'Occident a intérêt à garder Al-Sisi comme elle a eu intérêt à maintenir Moubarak au pouvoir? Probablement. Je crois que déjà les liens qui existent, je ne sais pas combien de milliards l'armée égyptienne reçoit des États-Unis chaque année. Peut-être que tu as le chiffre. C'est assez impressionnant. En aide militaire, oui. Voilà, comme le Pakistan énorme. Aussi. Hein, voilà, c'est partie des pays aidés. Ouais. Et en plus, je crois que on a besoin d'un partenaire assez modéré aux portes d'Israël. Je crois qu'ils sont beaucoup intervenus. Ils sont un partenaire de paix. C'est les premiers à avoir signé la paix avec Israël. Un facilitateur. Et tout ça. Et je crois que Al-Sisi s'inscrit dans cette lignée, même si, justement, ils viennent de faire savoir que la ligne rouge à ne pas franchir, c'est d'envoyer les Palestiniens sur le Sinaï. Et ça, je crois que ça bloque, même si on estime que on remarque que tous les pays, sauf l'Iran, ont une position assez modérée. Toujours à l'ombre de Sadat. Hein. Oui. Merci beaucoup. Avec un risque énorme, c'est celui de favoriser le djihadisme. Il est clair qu'un type de régime comme celui-là est dans cette ligne-là, forcément, pour se maintenir, et donc favorise aussi une déstabilisation. Comme on l'a déjà vu en 2011. Merci beaucoup. Marie-Roger Billois, Gauthier Ribinski. On va plus loin, c'est terminé. On se retrouve dans 3 minutes dans Paris Direct.